Bonjour et bienvenue à cette quatrième et avant-dernière convocation de la semaine du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Nous sommes accessibles sur les plateformes Facebook et YouTube, vous le savez. Je suis Adam Scaled-Ouedraogo, président de ce tribunal, et sur ce plateau, je suis en compagnie des juges au siège, Geoffroy Vaha, Bernard Bougma. Bonjour et bienvenue. Bonjour président Ouedraogo, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Alors ce matin, nous allons parler entrepreneuriat des jeunes et des femmes à travers le regard de quelqu'un qui est convaincu que l'entrepreneuriat est un ressort essentiel à la croissance économique sur le continent, mais également un outil durable de création d'emplois. Celui que nous recevons sur ce plateau ce matin est un entrepreneur franco-sénégalais, enseignant et écrivain. Il a à son actif plusieurs œuvres qui transpirent sa vision de l'entrepreneuriat. On peut citer entre autres Entreprendre en milieu éducatif africain, les leviers du succès, ou encore l'entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or inexploitée. Ibrahima Théolam est notre convoqué du jour. Bonjour et bienvenue. Bonjour président et merci de m'avoir invité et merci aux deux juges qui nous accompagnent dans ce tribunal. D'accord, le temps d'antenne sera consacré justement à votre vision de l'entrepreneuriat, mais avant nous allons donner la parole aux juges au siège, c'est après cette première virgule. Et pour les avant-propos, nous allons passer la parole au juge Vaha. Qu'est-ce qui a retenu votre attention ce matin? Oui, merci président. Ce qui a retenu mon attention ce matin, c'est un genre de polémique sur est-ce que Faure a été félicité par la France, l'Allemagne, l'Europe de façon générale après son élection. Il y a ce débat-là au sein de la classe politique togolaise. Et quand vous suivez, c'est comme si ça cristallisait toutes les attentions. Et la révélation avait été donnée par RFI qu'il y avait bien eu des lettres et tout. Et les personnes concernées ont, de façon officielle, confirmé ce que RFI a dit. Ils ont vraiment félicité Faure pour son élection. On va dire le débat il est clos. Mais le problème, et ce qui me dérange, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on fait de cela un événement si fort. Il y a une classe politique qui est en contradiction en interne sur certaines questions avec le président Faure. Et même quand il a été élu, si vous estimez que cela n'a pas été fait dans les règles de l'art et que le processus en lui-même portait de façon très claire toutes les suspicions qu'il pourrait y avoir, ou bien que certains auraient été écartés et tout, vous n'avez pas besoin du fait qu'il y ait eu l'aval fut-il de la France ou de l'Allemagne, pour dire que ça veut dire que le processus en lui-même est reconnu ailleurs, donc sa valeur. Je pense qu'il faut qu'on quitte ces schémas-là. Et voilà, vous êtes mis corps et âme dans un débat. Vous avez traité une radio de diffuseuse de fake news. Et voilà que le débat il est clos. Vous êtes mis en minorité, vous êtes mal à l'aise. Sur un débat qui, à mon sens, ne devrait même pas avoir lieu. Que les autorités françaises aient félicité ou pas, je ne vois pas en quoi est-ce que la classe politique togolaise devrait en faire un événement. Parce que c'est ça en fait le problème. Et aujourd'hui, vous voyez la communication après c'est quoi? Que non, la démarche c'est celle d'une diplomatie et donc de l'ordre de bon rapport et tout. Mais la réalité c'est ça. La diplomatie dont il parle ou le bon rapport, ce n'est pas avec le peuple. Et c'est avec ces autorités-là. C'est les chantres de la démocratie. Je suis désolé, on a vu avec le cas guinéen. En définitive, on a eu une lettre avec des tenues gymnastiques fortes, mais pour féliciter sans féliciter. Mais un président guinéen qui a fait son troisième mandat avec la façon que tout le monde sait. Ça s'est passé encore avec la Côte d'Ivoire. Donc il ne faut pas s'attendre à autre chose. Et je crois que nos politiciens devraient mettre le débat ailleurs. Quand vous êtes convaincu qu'à un moment donné, la France est trop présente, vous le dites, mais quand vous-même vous contribuez à cela, à faire de ce débat-là quelque chose de si important, en définitive, vous êtes ridicule. Et je crois que c'est ce qui est arrivé à nos opposants togolais. C'est ridicule.
D'accord. Merci pour cette lecture de l'actualité au Togo. Nous allons passer la parole au juge Bougma. Mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire où les choses se dessinent petit à petit. Après l'acquittement, tout le monde s'attendait, en tout cas, tous les regards se sont tournés vers Alassane Ouattara par rapport à comment est-ce qu'il va se comporter vis-à-vis de cette décision de justice. Hier, au niveau de sa sortie, bon, il a été ému être ému pour les victimes et tout, mais bon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il, en tout cas, selon ce qu'il a dit, n'est pas opposé à leur retour, et je ne vois pas la raison pour laquelle il peut s'opposer à leur retour, du moment où c'est une décision de justice qui les acquitte. Et donc ici, c'est sur les 20 ans qui pèsent sur Laurent Gbagbo que les Ivoiriens et tout le monde attend de ce que la Côte d'Ivoire va réserver comme sort à son ancien chef de l'État. Et là, il dit qu'il n'est pas opposé à leur retour, il peut rentrer quand il le veut. Les frais de transport, c'est à la charge de l'État ivoirien et toutes les dispositions seront prises pour que, effectivement, Laurent Gbagbo puisse bénéficier de son statut d'ancien chef de l'État. Alors, donc, ancien chef de l'État, vous savez que la Côte d'Ivoire a légiféré, ils sont automatiquement membres maintenant du Conseil constitutionnel. S'ils le veulent, Bédié, lui, il a refusé d'y aller parce qu'il avait naturellement des velléités présidentielles. Quel rôle va rentrer Gbagbo, quel rôle est-ce qu'il va jouer? Donc, ce qui reste maintenant, c'est la dernière étape. On pourra s'attendre à une grâce présidentielle. Il y a des négociations qui vont dans ce sens. Blé Goudé l'a dit quand il s'est exprimé après leur acquittement. Il présente des excuses et il dit qu'il a payé. Il a passé l'exil au Bénin, au Ghana. Après, à la DST et à la Haye, il estime qu'il a suffisamment payé pour ce qu'il a fait. Donc, il attend en tout cas une clémence vis-à-vis du pouvoir ivoirien pour aller de l'avant. Donc, que fera maintenant Alassane Ouattara comme dernière étape, je dis bien, si des dispositions doivent être prises, naturellement, on pourrait s'attendre à cette grâce qui pourrait lui être accordée pour qu'il puisse rentrer. Mais déjà, ça contribue à détendre davantage le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. Ça permet que des ardeurs puissent retomber. Maintenant, comme on le dit, c'est la suite définitive de tout ça que l'on attend. Mais ces deux aussi sont pressés naturellement de rentrer parce que l'exil, ce n'est pas aussi évident. Si vous y êtes allé volontairement, ça va. Et vous êtes libre de vos mouvements, de rentrer quand vous voulez, oui. Mais cette fois-ci, quand vous êtes contraint de rester en exil, ce n'est pas une chose aisée. Donc, ce qui est attendu, naturellement, c'est ça. Mais il y a à chercher à savoir, les 3000 morts sont à mettre maintenant à l'actif de qui? Parce que là, ça, ce n'est pas un problème pour le moment qui est réglé. Et ce n'est pas réglé. Maintenant, puisqu'on a pris un camp, et l'autre camp, qu'est-ce qu'il dit par rapport? Parce qu'il y a eu des affrontements. Donc ça, c'est un problème naturellement qui reste à vider. C'est ce que j'avais comme avant-propos. Merci, messieurs les juges, pour ces différents regards, la tournée vers l'international. Nous allons également dire merci à l'équipe de réalisation de cette émission, le tribunal de l'actualité. Je le disais en début d'émission, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, notre convoqué du jour est Ibrahima Théolam. Il est entrepreneur franco-sénégalais, enseignant et écrivain. Avec lui, nous allons parler d'entrepreneuriat. Vous parcourez également le continent pour partager votre vision de l'entrepreneuriat avec les jeunes. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur cette jeunesse-là, comme première question? Alors, deux regards d'espoir. Oui, la jeunesse est porteuse d'espoir si les jeunes et l'État, et pour chaque parti, que les attributs soient consignés dans des orientations fortes et que chaque parti joue son rôle. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, on a une population jeune, c'est une force, mais on a aussi une population à qui on peut faire des constats qui sont alarmants d'une part, et d'autre part, on peut espérer. Constat alarmant parce que tout simplement ceux qui sont dans le système éducatif, à leur sortie, ils ont du mal à trouver une insertion professionnelle adéquate. Et au même moment, il y a de très grandes opportunités qui sont accessibles aux jeunes. C'est pourquoi j'ai effectué ce double constat. Et par rapport à ces opportunités, si le jeune est bien préparé, il peut, au moment où il fait ses études, s'insérer professionnellement ou juste à la fin de ses études. Mais tout ça, c'est un cocktail qui doit être bien articulé pour que la jeunesse puisse être une porteuse
porteuse, une porte d'espérance, même je peux imaginer. Et avec cette jeunesse-là, on peut faire beaucoup de choses. Alors, des jeunes porteurs d'espoir qui méritent d'être accompagnés sur le chemin de l'entrepreneuriat, c'est également le thème enrôlé pour cette convocation. Monsieur les juges, vous avez la parole. Juge Bougma. Oui, effectivement, la jeunesse porteuse d'espoir, fer de lance et tout, sauf que des mécanismes d'accompagnement qui n'existent pas ou bien qui sont insuffisants. Mais la réalité, c'est que monsieur Théo est beaucoup plus orienté vers les jeunes scolaires et étudiants. Donc, c'est beaucoup plus la jeunesse estudiantine et scolaire qui l'oriente beaucoup plus son combat par rapport à l'entrepreneuriat. Il a même un livre là-dessus. Alors, dans ce milieu-là, comment est-ce que c'est possible? Parce que ce n'est pas un combat perdu. Pour ceux même qui ont fini les études, qui peinent à s'insérer ou qui peinent à créer des entreprises, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de continuer, qui peinent également à pouvoir se frayer un chemin, vous prêchez pour ceux qui sont toujours sous le banc par rapport à un entrepreneuriat. C'est vrai qu'en fait, c'est ça qui est visible. C'est pourquoi on estime que je fais de l'entrepreneuriat pour des jeunes qui sont à l'école actuellement ou qui ont terminé leurs études. Par contre, je peux vous assurer que je fais un accompagnement très structuré à d'autres catégories de personnes, des artisans, des femmes qui n'ont pas été à l'école, des jeunes qui ne savent ni lire ni écrire. Mais dans ces types de programmes, en général, on ne fait pas de communication. On fait des choses de façon très pragmatique et ça donne des résultats convaincants, mais on ne s'adresse pas à une télévision pour exposer nos résultats. Oui, évidemment, je travaille avec des personnes qui n'ont pas été à l'école. Mais ce qu'il faut considérer, quand je travaille avec des écoles dans un projet d'incubation, quand je travaille avec des écoles dans une politique de promotion de l'entrepreneuriat, quand je travaille avec un État sur la politique de promotion de l'employabilité des jeunes, ce sont les institutions qui m'ont fait venir, qui invitent la télévision pour que les livrables soient diffusés. Donc, ce qui est de l'autre côté, on n'a pas ces possibilités dans notre plan d'action, donc ce n'est pas connu à travers les médias officiels. Mais par contre, sur le plan pratique, c'est des actions qui existent depuis 14 ans quand même, actions sur lesquelles j'ai investi beaucoup d'énergie et je suis très fier de cette catégorie de population qui s'active dans l'entrepreneuriat. Maintenant, je voudrais juste faire un point quand même sur un élément qui est fondamental. Quand on parle d'opportunités, chez nous il y en a, mais quel type d'opportunités et comment on peut engager les jeunes dans ces opportunités? C'est pour répondre à la question du juge aussi, pas pour rassurer le juge, mais pour lui dire en fait, le constat il est là, on a des stratégies qu'on peut déployer pour insérer nos jeunes dans des avenirs professionnels meilleurs. Premièrement, dans cet élément d'opportunité, on peut considérer que l'Afrique a des potentialités. On en parle régulièrement. Dans tous les rapports, c'est édifié. Alors, quelles sont ces opportunités? En général, lorsqu'on nous liste les opportunités, j'ai l'impression qu'on veut nous faire comprendre que l'Afrique a des ressources halieutiques, des ressources pétrolières, des ressources minières, de très grandes ressources qui sont disponibles, certes. Mais on veut attirer les gens sur ces secteurs qui sont porteurs de croissance. C'est vrai. Mais aujourd'hui, la façon dont nos États ont organisé l'exploitation de ces ressources ne permet pas à un jeune d'y accéder. Donc si on communique avec les jeunes dans ces types d'opportunités, il est difficile qu'un jeune puisse se dire « Ah, dans le domaine du pétrole, je suis prêt à y aller ». De toute façon, rien que l'exploration du pétrole, le jeune ne peut pas y avoir accès parce que tout simplement ça demande des investissements colossaux. Donc pour ce secteur, le jeune est exclu du point de vue de l'exploration. Maintenant, là où on va communiquer au niveau de ces ressources, c'est d'exposer la chaîne de valeur pour que le jeune se dise « Moi, si je ne peux pas explorer le pétrole, je peux attendre que l'exploration soit faite, que l'exploitation soit faite. Il peut y avoir d'autres métiers sur lesquels je peux me spécialiser pour offrir mes services. Ou bien je peux ouvrir une structure d'accompagnement des personnes qui y travaillent. En tout cas, le jeune peut voir au-delà de la transcription de la chaîne de valeur où est-ce qu'il peut mobiliser son énergie pour être créateur de solutions. Maintenant, l'autre partie qui est importante dans l'élément d'opportunité, c'est qu'aujourd'hui, dans notre environnement, il existe des personnes qui entreprennent et qui ont des besoins réels. Une dame qui fabrique son savon
Le savon a besoin d'être certifié dans les organismes habilités. La femme a besoin d'un packaging. La femme a besoin de stratégies de communication. L'artisan qui a créé ces belles œuvres a besoin d'outils de communication, a besoin d'être accompagné à la formalisation de son projet. Le jeune qui a appris à l'école peut vendre des cours particuliers. Le jeune qui a fait communication en 3e année peut écrire des articles de presse. Il peut faire des émissions. Il y a tellement de possibilités sur lesquelles les jeunes peuvent travailler aujourd'hui étant étudiants pour s'en sortir. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on retient? Les opportunités existent en Afrique pour mobiliser notre jeunesse à ce qu'elle soit une jeunesse capable de choper ces opportunités. Il faut que la première partie, les jeunes s'y intéressent. Il faut que l'État les accompagne aussi suivant un autre ordre. Mais par ailleurs, ce qui est important de signaler, le Burkina Faso a compris aujourd'hui que cette façon d'entreprendre de façon standard qui consiste à accompagner les jeunes dans l'idée, formation, business plan, accompagnement, financement, est complètement révolue parce que tout simplement ça ne donne pas des résultats escomptés. J'ai eu la chance de lire le programme présidentiel, j'ai eu la chance de lire les différents actes sur lesquels le gouvernement travaille et j'ai eu la chance aussi de découvrir la nouvelle vision en matière d'emploi des jeunes. Donc je peux juste dire aux jeunes, il faut qu'ils prennent le temps de comprendre ce que veut faire l'État, c'est une révolution. D'accord. Juva. Tout à l'heure, Bernard disait que vous avez écrit plusieurs livres. Vous avez écrit Entreprendre en Afrique, les clés de la réussite. Et moi, vous commencez par une question qui, pour moi, est très intéressante et pour moi, elle est capitale. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Parce que la question, elle est très forte. Souvent, on dit tout le monde n'est pas né pour ceci. Tout le monde n'est pas né pour cela. Entreprendre, c'est la capacité aussi de pouvoir créer quelque chose et aller jusqu'à l'action, c'est-à-dire le mettre en forme et pouvoir le piloter. Ça demande des aptitudes. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Qu'est-ce que ça demande? Vous savez ce qui est un peu difficile? Des fois, on prend un concept, on s'arrête à la définition et on exclut plusieurs autres personnes. Si on se réfère à la définition proposée en Afrique, de façon générale, l'entrepreneur, c'est quelqu'un, soit qui crée, qui vend, qui achète, qui revend, ou bien qui est dans les prestations de services. Mais par contre, nous, on a insisté pour que l'entrepreneur soit formel. Or, dans la réalité, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est dans un secteur privé, qu'il soit déclaré ou pas, c'est un entrepreneur. Comme la vendeuse, au bord de la rue, comme le concepteur du logiciel informatique, comme plusieurs autres acteurs qui sont au niveau de notre communauté. Maintenant, on pouvait avoir la gymnastique de les intéresser à une politique de formalisation qui fera de ces personnes qui interviennent dans le domaine entrepreneurial des champions de notre économie. Ces acteurs, si on les pousse à une dynamique de transformation de notre économie, on pourra avoir des résultats escomptés. Et pour conclure, à ce niveau, je signale quand même un élément fondamental. Souvent, plusieurs personnes qui parlent de l'entrepreneuriat, qui définissent l'entrepreneur, qui essayent d'apporter un contenu à notre métier, ne connaissent pas ce que nous faisons. C'est des concepts abstraits. Mais si on définit l'entrepreneur au privé avec X, mais on peut imaginer que l'entrepreneur, c'est juste quelqu'un qui prend des initiatives. Et les initiatives, on en prend depuis notre bas âge. Ce qui veut dire, la porte est fermée chez moi, j'ai perdu ma clé. Quelle est l'initiative que je vais prendre pour ouvrir la porte? Je vais appeler un menuisier? Est-ce que je vais faire moi-même? Je vais appeler mon oncle? On est dans cette façon de réfléchir pour apporter une solution à un problème. La femme, c'est ce qu'elle fait. J'ai perdu mon mari, j'ai des enfants, je n'ai jamais travaillé. Comment faire pour subvenir aux besoins des enfants? C'est ce que fait l'artisan, c'est ce que fait le jeune du secteur informel. Il quitte son village en se disant qu'ici, il n'y a plus beaucoup de pluie, on n'a pas un système d'irrigation qui me permet d'arroser, en tout cas, tout mon champ. Je vais en ville. En ville, au moins, je peux détecter une personne qui a soif, je peux acheter de l'eau, je peux vendre de l'eau, je gagne mon argent. Tout ça rentre dans l'entrepreneuriat. Mais nous, comme on parle de l'entrepreneuriat, on est dans un cadre très structuré, très formel, très administratif. Donc finalement, les personnes qui s'adonnent dans cette pratique et qui sont dans une situation informelle ne sont pas décomptées. C'est dommage. Il y avait le volet de la question que je posais. Est-ce que ça demande des aptitudes particulières? Est-ce qu'on a une prédisposition à être entrepreneur ou bien on peut avoir des limites objectives qu'on développe à être entrepreneur? Cher juge, pour moi, il n'y a pas d'aptitude précise. Les aptitudes, on peut les cultiver. Imaginez un jeune qui veut entreprendre, qui partait en soirée régulièrement, 3 fois par semaine.
ce jeune dépensait beaucoup d'argent. Il veut entreprendre. Il peut cultiver l'aptitude de ne plus affecter des sommes faramineuses aux soirées et à son habillement. Donc le jeune cultive. Imaginez que le jeune est un paresseux avant de penser vouloir entreprendre. Et il sait que pour entreprendre la paresse, il faut que ça disparaisse. Il va cultiver cette notion qui est un critère fondamental. Donc finalement, les éléments sur lesquels on a envie d'apporter une réussite pour nous-mêmes, il faut qu'on les cultive. Un dernier exemple. En France, il fait froid. Les gens ne se sont pas contentés de l'hiver. Ils ont réussi à trouver un système pour chauffer les maisons. Nos grands-parents ont réussi à mettre en place, en fonction de notre identité culturelle, des solutions innovantes qui dorment dans les tiroirs. Certes, on ne les utilise pas, mais si on les réveillait, vous allez voir que l'Afrique quand même a eu une pratique entrepreneuriale extrêmement poussée. Oui, juste Bouba. D'accord. On parle pour moi du concept, on parle d'entrepreneuriat féminin. Vous avez même écrit un livre qui a pour titre Entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or inexploitée. Alors, quand j'entends souvent entrepreneuriat féminin, j'ai l'impression qu'il y a un entrepreneuriat du type masculin et un entrepreneuriat de type féminin. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Et qu'est-ce qu'on entend par entrepreneuriat féminin? En tout cas, là, je prends la parole en tant qu'une personne qui a déjà conçu des programmes de promotion d'entrepreneuriat des femmes en Afrique. Donc, ce n'est pas l'enseignant qui parle, ni l'écrivain, ni l'entrepreneur. Ce que j'ai constaté au niveau des diagnostics, j'ai pu comprendre que la façon dont l'homme entreprenne est totalement différente de la façon dont les femmes entreprennent. Je m'explique. Une femme est mariée, habite dans un nouveau quartier et se dit, dans ma communauté, pour m'occuper, je peux acheter et revendre des légumes. Ou bien je peux produire du savon et vendre sur le marché. Ou je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc la femme n'a pas une idée précise qui est structurée sur un écrit, à travers un business plan, un mode de financement, et ainsi de suite. De façon intuitive, elle a fait son étude de marché, elle a compris qu'au niveau de sa communauté, il y a des besoins, elle répond à des besoins. Maintenant, l'utilisation, c'est quoi au niveau des rendements? La femme, lorsqu'elle gagne de l'argent, elle ne pense pas à réinvestir systématiquement. Je parle de la majeure partie des femmes. Elle se dit, j'ai de l'argent, c'est pour les enfants. Elle est dans un modèle entrepreneurial qui est adossé au financement des besoins de la famille. Donc, de façon générale, elle n'a pas cette vision de centrer son projet sur un plan de développement comme l'homme. Ben là, moi, j'ai ouvert une école. Si ça marche, je projette d'ouvrir une autre école. Parce que mon entrepreneuriat, il est beaucoup plus structuré selon les normes préconisées, je dis. Je ne dis pas qu'il est plus bon ou il est plus mauvais, mais il répond aux normes structurées pour atteindre un niveau d'espérance beaucoup plus sophistiqué. Donc finalement, la femme n'a pas les mêmes exigences, n'a pas les mêmes orientations en matière d'entrepreneuriat, n'a pas aussi les mêmes déterminants. Parce que la femme se dit, il faut juste que je m'occupe de quelque chose pour accompagner mon mari, il faut que je m'occupe de quelque chose pour être utile, il faut que je m'occupe de mon temps. Mais l'homme pense autrement. Maintenant, en général, dans notre vision d'accompagnement de l'entrepreneuriat, on peut aussi dire qu'il y a une catégorie de femmes à qui on a affecté le critère homme. On les pousse à formaliser, on les pousse à faire des présentations sophistiquées pour faire adhérer à la communauté, à leur projet, et ainsi de suite. Maintenant, si on prend les hommes, de manière générale, et pour surtout ceux qui ont été à l'école, pour créer une entreprise, c'est l'idée. Écrire, business plan, financement, bureau, voiture, on y va. Maintenant, ce qui est difficile, et qu'on n'arrive pas à détecter ce point, c'est que cette façon d'entreprendre n'a pas encore eu de retombées positives chez nous. Pourquoi? Parce que tout simplement, notre système financier, notre façon d'accompagner pour que les jeunes accèdent aux ressources ne peut pas nous permettre aujourd'hui d'avoir de l'espoir. Parce que tout simplement, nous avons des États qui font beaucoup de choses, mais qui ont des possibilités limitées, qu'on le veuille ou pas. Nous avons aussi des banques qui accompagnent, mais qui accompagnent suivant des critères pour lesquels les jeunes sont exclus. Donc finalement, entreprendre de façon spontanée, se lever faire, c'est beaucoup plus simple et c'est ce que les femmes font. C'est pourquoi ce domaine me passionne autant.
D'accord. Effectivement, vous dites que se lever de façon ponctuelle, de faire quelque chose, et vous passez devant les concessions, il y a des étals qui vendent des arachides, d'autres c'est des légumes, il y en a qui vendent, mais effectivement, c'est pour subvenir aux besoins de la famille. Là, effectivement, on est d'accord que c'est spontané. Ce n'est pas calculé sur le long terme. La vision, c'est une boutique, c'est d'abord un instinct, je vous dis, c'est guidé par l'instinct de survie, subvenir aux besoins primaires de la famille. Mais en quoi est-ce que c'est une mine d'or inexploitée? Comment est-ce qu'on peut exploiter? Voilà, merci. Je vais juste rebondir sur un point. Vous m'avez dit une mine d'or inexploitée et vous avez donné un exemple précis qui me permet de répondre. En analysant, vous avez dit la femme n'a pas une vision de développement de son entreprise parce que tout simplement c'est pour satisfaire les besoins tout de suite. Maintenant, comment on peut amener les femmes à avoir cette vision? C'est ça une mine d'or inexploitée. Ça veut dire si on les pousse à aller beaucoup plus loin, ça on est en train d'exploiter la mine qui n'est pas exploitée. Je peux donner 2 exemples très précis. Moi je connais des femmes qui ont des activités génératrices de revenus, qui ont besoin juste d'une table de découpe. Et la table de découpe peut coûter 1 million. Ça permet à la dame d'apporter plus de valeur à son produit, mais ça permet aussi à la communauté de bénéficier d'un produit de qualité, mais ça permet aussi aux jeunes de la communauté d'avoir une activité génératrice de revenus. C'est-à-dire le fait d'améliorer le processus de travail d'une dame peut engager plusieurs jeunes dans cette promotion d'employabilité. Le deuxième exemple, imaginons il y a une femme qui produit de l'eau de Javel dans un quartier. Donc l'eau de Javel qui est importée, ou l'eau de Javel qui est fabriquée dans les grandes usines détenues par les étrangers, pouvait être exclue de notre communauté parce que nous sommes dans un quartier de 1000 habitants par exemple. Ce que la dame fait peut permettre de satisfaire les besoins. Mais la dame prépare sa solution. Mais cette dame peut-être a besoin de packaging. Un jeune peut s'engager dans cette vision volontariste d'apporter le packaging, même si ça coûte 50 francs par étiquette, c'est bien déjà. Mais la femme a besoin aussi d'avoir une bouteille ou des formes de bouteilles. Mais soit un jeune peut s'engager à être dans ce secteur d'activité, mais la femme peut avoir besoin aussi de matières premières. Donc il y a tellement de choses sur lesquelles la femme ne peut pas y aller parce que tout simplement, pour elle, c'est pas son métier. Elle veut juste faire de l'eau de Javel. Maintenant, le fait d'avoir été à l'école peut permettre aux jeunes de réfléchir sur les conditions d'amélioration du produit et tout le monde peut y gagner. Donc ce produit, lorsqu'il sera imposant au niveau du quartier, on peut faire la même stratégie ou améliorer la stratégie pour pouvoir le vendre dans un autre quartier. C'est-à-dire on est en train, à travers une petite activité, de l'amplifier dans le quartier et dans d'autres quartiers. Et une fois que l'activité arrive dans un autre quartier, on a la possibilité, en tout cas, de faire des affaires réelles. D'accord, vous l'avez dit, pour le continent africain, il y a des opportunités. Il suffit juste d'engager les jeunes et de les accompagner. Quand vous regardez le système éducatif, le système classique qu'on a, est-ce qu'il prépare suffisamment les jeunes à l'entrepreneuriat? Il ne les prépare à rien. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un système basé sur l'expertise de l'étranger. Parce que si on a la chance d'avoir une identité culturelle, c'est ce qui nous fait plaisir en écoutant souvent le président qui estime que pour développer son pays, il faudrait un ancrage local. Et que dans son programme de renforcement du capital humain, il estime que la première chose à faire, c'est d'éduquer la population sur nos orientations locales. Là, je lui tire chapeau et je félicite les personnes qui ont pensé comme le président à travers l'Afrique. Moi, quand on parle d'identité culturelle, vision africaine, créativité et innovation africaine, je suis dans tous mes états de bonheur. Je me dis au moins, on aura la chance de concocter un produit qui va correspondre à nos attentes. Ce n'est pas pour faire de la publicité. Si je me prends exemple sur mes différentes missions, à chaque fois que je suis dans un pays, quel que soit le programme, j'insère une partie Afrique, étude de l'environnement de l'Afrique. Les identités, la partie culturelle, l'identité de façon générale pour qu'on comprenne déjà sur quelle base nous allons concevoir ce projet. Maintenant, comme le système il est importé, il n'est pas apte en fonction de notre environnement d'insérer les jeunes. C'est pourquoi un jeune peut faire un master en communication. À la fin du master, il a un stage qui correspond à un jeune qui a un bac.
qui vient d'avoir son bac ou qui a un bac plus 2. C'est pourquoi un jeune peut faire l'entrepreneuriat pendant 5 ans, diplômé de l'entrepreneuriat, et aller chercher du boulot. C'est pourquoi un jeune peut avoir un master en comptabilité et finance et il ne sait pas enregistrer une opération comptable, le b.a.-ba du métier. Donc finalement, le système sur lequel nous sommes adossés, qui appartient à d'autres communautés, est un système qui ne fait pas la promotion de l'employabilité des jeunes. Par contre, ce qui est intéressant, on a les possibilités de concevoir un système qui permet de résoudre cette problématique. Premièrement, insérons les jeunes dans le secteur informel. Il y a énormément de personnes qui évoluent dans le secteur informel, qui ont des besoins, mais qui n'ont pas de compétences qualifiées pour les aider. Quand je parle de compétences qualifiées, je ne suis pas dans une partie technique. Le mécanicien qui est devant le tribunal, par exemple, qui a juste besoin d'une personne qui s'occupe de sa clientèle. Est-ce que ça, il faut faire un master? Qui a besoin d'une personne qui l'assiste pour professionnaliser son métier. Lui, son métier, il sait le faire. Mais le fait d'avoir un jeune qui vient l'accompagner lui donne une autre attitude en matière d'entrepreneuriat propre. Un autre exemple pour étayer mes argumentaires. Dans les associations de quartier, souvent vous voyez des potentialités immenses. Mais de telles potentialités aujourd'hui, les jeunes peuvent y investir leur temps pour apprendre à travailler. Mais donc, quels que soient les milieux, quelle que soit la complexité de l'écosystème, les jeunes ont toujours la possibilité de rectifier. Maintenant, pour rectifier, je voudrais juste proposer des choses qui sont très simples. Pour ceux qui sont en première année, je peux leur recommander de commencer à pratiquer ce qu'on appelle l'initiative privée. Je suis en première année, j'ai des cours de 8h à 18h. De 18h à minuit, j'ai mon temps libre. Je peux l'affecter à un stage non rémunéré. J'ai un restaurant qui n'est pas loin de ma faculté. Je vais pour donner mon coup de main. En donnant son coup de main, il est en train d'apprendre le métier de la restauration, mais il est en train de discuter avec d'autres personnes. Il est en train d'apprendre à travailler, de concevoir un tableau de bord, de mettre en place un plan de communication, de gérer la clientèle. Il est dans une vision pratique. Un autre jeune peut se dire, dans le domaine agricole, j'ai des opportunités à saisir. Je connais un paysan qui est rodé à la tâche, qui est à 20 km de chez moi. Toutes les semaines, je vais 2 fois. À la fin de la récolte, je peux acheter mon tricycle, je peux collaborer avec quelqu'un d'autre, c'est moi qui m'occupe de la commercialisation. Mais si le jeune le fait pendant plusieurs mois, il peut être inspiré par une initiative privée dans le domaine agricole, il peut s'installer avec le paysan en question, ils peuvent développer ensemble des choses. Donc cela veut dire quoi? Il faudrait qu'au niveau de l'école, qu'on ajuste les programmes en y intégrant l'esprit d'initiative, pas les cours d'entrepreneuriat. Moi, je suis totalement contre les cours d'entrepreneuriat en milieu éducatif. Je suis pour les cours de promotion de la culture entrepreneuriale à travers les initiatives privées. Je peux donner des exemples d'initiatives privées. On peut dire aux jeunes, chaque semaine, vous avez des tâches réelles. La tâche de la semaine prochaine, c'est d'arroser le jardin de Monsieur X. La tâche de la semaine suivante, c'est d'aller voir comment on peut concevoir, en tout cas, des tenues de façon d'enfant. Comment on fait ceci, comment on fait cela. Les jeunes, ce n'est pas la tâche qui est importante. Là, on est en train de dire aux jeunes, connectez-vous aux besoins, répondez aux services. Maintenant, demain, si le jeune est confronté à un autre service qui l'intéresse, il s'installe directement parce que l'opportunité est présente. Maintenant, pour terminer, sur un point qui est important, on n'a pas conçu un système qui est capable d'absorber les jeunes parce qu'on a importé tout ce que nous avons comme orientation pédagogique. Actuellement, il est difficile de reprendre à zéro. C'est très difficile parce que tout simplement, on a aligné nos systèmes sur d'autres pays de sorte qu'un jeune qui rêve de poursuivre ses études à l'étranger, il faut qu'il s'aligne à cette vision de l'enseignement que nous avons mis en place au niveau de nos communautés. Mais cet enseignement nous conduit à quoi? À investir massivement au niveau des universités, à construire beaucoup d'universités, à mobiliser beaucoup d'argent pour des jeunes pour qui, à la fin de la formation, ils sont en condition d'inemployabilité, si ça se dit. Et autre chose dans ce point pour terminer, donc, regardez les points sur lesquels on peut augmenter la puissance de l'initiative privée à travers des actions précises et surtout renforcer les programmes en termes d'équité
l'étude de l'environnement africain pour que les jeunes se disent en Afrique il y a des opportunités et voici le chemin. Oui, moi j'avais une question, c'est que ce que vous dites, aujourd'hui il y a beaucoup d'étudiants, c'est-à-dire entreprendre en milieu, pendant qu'on est toujours sur les bancs, il y a beaucoup qui le font et très souvent même ils n'ont pas le choix parce que les parents n'ont pas forcément les sous, on a laissé les parents très loin, on est venu dans une capitale parce que c'est souvent comme ça, il faut bien se débrouiller pendant qu'on continue d'aller à l'école. Et ça oblige ces jeunes-là à faire souvent des métiers, pas forcément qui leur plaît, ou bien certains ont la chance d'aller vers des métiers qui les intéressent et tout, ou apprendre auprès de certaines personnes. Mais c'est que il y a un autre aspect aussi qui demeure, c'est que même dans son subconscient, c'est je me débrouille. C'est-à-dire que ce qu'il fait, c'est se débrouiller pour joindre les deux bouts en attendant. Et vous verrez, le jeune, dans son optique, c'est avoir son diplôme, aller passer son concours, d'entrer à la fonction publique, et puis avoir son salaire, et puis après on va discuter sur la question des heures à accomplir et tout, il est tranquille, les pénales, ça au moins c'est posé. Donc, entreprendre n'est plus dans la même veine que vous dites. C'est s'occuper, avoir quelques sous en attendant qu'on ait ce pourquoi sur quoi on a mis tous ses espoirs, avoir un concours d'entrée à la fonction, réussir à son concours d'entrée à la fonction publique. Donc, est-ce que ça ne biaise pas aussi un peu les choses? Vous savez, monsieur le juge, ce qui est intéressant dans votre raisonnement, vous êtes en train de me dire il y a un problème et on veut pousser les jeunes à entreprendre. Or, ce n'est pas dans sa logique. Donc, imaginez tous les programmes que nous avons conçus, c'est en direction de ces jeunes-là. Le jeune qui a son plan, qui est très simple. Je suis étudiant, je n'ai pas les moyens, je me débrouille. Mais le jeune a dit en attendant. Voilà, c'est ça. Mais donc, quels que soient les moyens de l'État, le jeune, lorsqu'il aura un boulot, il quitte. C'est ça. Mais nous, on a dit, comme le jeune il se débrouille pas mal, on va le former, on va lui donner 5 millions, il va entreprendre. Il va créer de la richesse, absolument pas. Parce que ce jeune, on l'a réveillé pour lui demander d'aller entreprendre. Imaginons inversement, on dit, on a 100 hectares à développer. Qui est intéressé? On sélectionne des jeunes. Chaque jeune, on lui affecte une parcelle. On les accompagne avec des personnes qui sont rompues à la tâche. On les aide à structurer, on les aide à y aller jusqu'à ce que les jeunes prennent goût au métier. Finalement, on peut les former. On peut les soutenir, on peut les aider à aller beaucoup plus loin. Ces jeunes sont engagés, sont motivés et ces jeunes sont en train de pratiquer l'entrepreneuriat à travers des actions concrètes. On doit miser sur ces jeunes-là. Mais les jeunes du système éducatif, vous avez parcouru plusieurs universités du monde ou bien vous avez fait le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, vous êtes revenu, vous voulez entreprendre parce que vous n'avez pas trouvé du boulot, ça aussi c'est compliqué parce que tout se passe comme si on dit aux gens venez entreprendre par la force. Moi à la fin de mes études en 2005, honnêtement, je ne fais pas la promotion des grandes écoles de commerce, mais je peux vous assurer que l'emploi, vous l'avez des fois avant de sortir de l'école. C'est-à-dire avant la fin du programme, des entreprises viennent vous recruter. Vous savez ce que ça donne comme idée? Comme les entreprises viennent me recruter, je suis important. Donc, j'ai besoin de réfléchir. Moi, cela m'a conduit de confirmer mon projet de création d'entreprise. Je l'avais en tête. Je me dis, à la fin de mes études, je vais entreprendre. Mais j'avais commencé petit à petit à comprendre l'écosystème français pour pouvoir m'installer en tant qu'entrepreneur. Donc, à la fin de mes études, ça se fait automatiquement. Parce qu'en même temps, j'ai un projet que je veux réaliser, mais j'ai le choix entre entreprendre ou le travail qui m'attend. Donc finalement, le système est conçu de sorte que pour chômer, c'est difficile. Maintenant, je transpose ici, on veut chercher les mêmes possibilités, or, ce n'est pas la même réalité. Donc ce qui veut dire, les jeunes qu'on veut pousser à entreprendre n'est pas dans notre ambition. Mais par contre, ce qui est important dans votre philosophie, est-ce qu'il ne faudrait pas préparer les enfants à cette notion d'esprit d'initiative dès le bas âge? Et c'est une partie du programme gouvernemental de 2021 à 2025 et ce projet sera testé. J'ai eu la chance de découvrir tout ça parce que je m'intéresse à ce pays. Je suis en train de réfléchir sur la mise en place d'une structure. Raison pour laquelle je me suis dit, oh mais si l'État réussit à développer cette phase pilote, je pense que les enfants, en tout cas qui sont à l'école primaire,
seront outillés à prendre la relève pour la promotion du capital humain. Mais ce que vous avez dit quand même, c'est vraiment alarmant, mais c'est vrai. Voilà. Oui, effectivement, ce ne sont pas des initiatives d'accompagnement des jeunes qui ne marchent pas, qui n'existent pas. Il y en a à l'appel, des fonds pour l'entrepreneuriat, des stages, des insertions, ceci, cela. Mais bon, c'est comme l'a dit effectivement Geoffroy, c'est en attendant. Dès qu'ils gagnent mieux, ils partent. Je connais certains qui avaient eu ce genre de soutien, le fonds d'appui aux initiatives des jeunes FEJ, qui avaient ouvert des porcheries. Ça a commencé à marcher. Et puis, monsieur, il s'occupe de ça, il a eu l'argent public, il s'occupe de ça, ça a commencé à prendre. Et en même temps, il dépose le concours. Il a eu le concours de la fonction publique, il est parti, il a laissé. Mais c'est une entreprise. Il a laissé son entreprise, disons comme ça, et puis il est parti au niveau de la fonction publique. Effectivement, c'est en attendant. Voilà quelqu'un sur qui on a investi et à la fin, c'est un zéro résultat. C'est comme là, je suis d'accord que c'est comme si on l'a poussé à faire et il fait quelque chose en attendant. Son cœur et son âme n'y sont pas parce qu'il a été moulé dans un système de formation qui lui dit que l'issue c'est le bureau, l'issue c'est la fonction publique, les autres là c'est l'assurance donnée. Et à côté de cela, certains maintenant ont dit à partir de cette expérience, il faut intégrer l'enseignement de l'entrepreneuriat effectivement à l'école. Donc de plus en plus des écoles insèrent comme module l'entrepreneuriat. Chose que vous dites que vous n'aimez pas bien, parce que enseigner l'entrepreneuriat à l'école, déjà, ce n'est pas la bonne solution. C'est là où je ne suis pas totalement d'accord avec vous. Et la meilleure formule pourrait être quoi? Alors, donc, vous me dites enseigner l'entrepreneuriat. Mais qui peut enseigner l'entrepreneuriat? Je vous donne 3 éléments pour qu'on réfléchisse de façon pédagogique. Identifier dans le système éducatif qui enseigne l'entrepreneuriat. En général, c'est des profs de marketing, c'est des professeurs qui viennent enseigner l'entrepreneuriat. Maintenant, la réflexion, elle est simple. Quelqu'un qui ne connaît pas l'entrepreneuriat, qui ne l'a pas pratiqué en tant que notion directe, quelqu'un qui n'est pas entrepreneur, comment il peut expliquer le goût du risque? Il va aller sur Internet, il va télécharger un cours, il va le proposer aux jeunes. Il ne connaît pas le business plan parce qu'il ne l'a jamais fait de façon réelle, il n'a pas d'activité, il ne peut pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est important, notre modèle qu'on enseigne aux jeunes pour l'entrepreneuriat est le modèle orienté sur la vision des 2 juges. C'est une vision de constat. Vous n'avez pas dit que c'est la bonne solution. Vous avez dit aujourd'hui, on constate que le jeune, il faut qu'on le réveille tout de suite. Il se lave le visage, il doit aller entreprendre. Mais malheureusement, ce jeune va dire en attendant, il ne croit pas à l'activité, il va y aller juste pour trouver quelque chose en attendant. Le troisième point qui fait que l'entrepreneuriat, on ne peut pas l'enseigner. On fait un point très précis. On a beaucoup de jeunes qui sont diplômés d'entrepreneuriat en master qui cherchent du boulot. Ça, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, on a demandé aux jeunes, qu'est-ce que vous voulez faire? Ils disent, ils veulent faire des parcours d'entrepreneuriat. On les a formés, ils ont eu des bac plus 5 en entrepreneuriat et gestion de projet. C'est eux qui viennent demander du travail. Or, nous, on a misé sur vous pour que vous créez des entreprises, vous nous embauchez et finalement, c'est vous qui cherchez un boulot. Mais dans la même logique de ce troisième élément qui est important, comment on peut dire aux jeunes, voici le chemin pour entreprendre? Or, en réalité, en Afrique, pour entreprendre, le chemin qu'on enseigne est totalement différent du chemin qui est pratiqué. Dans notre chemin, l'entrepreneuriat, c'est quoi? Je suis là, je réfléchis. Je constate à la télé, il manque quelque chose. Je peux aller tout de suite chercher le service. Je ramène à la télé. En me promenant dans la rue, j'ai compris qu'ici, il n'y a pas de boulangerie. Comment je fais? Je réfléchis. Et je vais imaginer que si je crée une boulangerie, ça satisfait un service. Maintenant, il y a une question fondamentale. Je n'ai pas d'argent pour y aller. Mais quelles sont les alternatives qui s'offrent à moi qui font que je peux ne pas avoir la boulangerie et je suis opérationnel? Je peux acheter le pain et revendre. Je peux être distributeur. Je peux convaincre quelqu'un. J'ai tellement de possibilités. Et là, si c'est de choses sont enseignées à l'école, je suis partant. Maintenant, en cours d'entrepreneuriat, premièrement l'idée, deuxièmement de l'idée au projet, business plan, financement, mon ami. On a enseigné, ça n'a pas marché, comme ça ne marche pas. Pour nous, l'esprit d'initiative, c'est beaucoup plus simple.
D'accord. Alors quand on parle d'entrepreneuriat en Afrique, il y a des cas qui font tache d'huile, il y a des gens qui ont réussi, mais derrière les cas de réussite, il y a des dizaines d'échecs. Quels sont véritablement les obstacles à l'entrepreneuriat en Afrique? Non, moi, obstacles en général, je les cale pas sur l'entrepreneuriat, je les cale sur la vie. Je peux avoir des contraintes, je m'organise autrement. Tout à l'heure, on a eu un problème. Le chauffeur doit déposer 2 de mes assistants dans une réunion, et si je reste jusqu'à l'émission, elles seront en retard. Et j'ai contacté le juge, je lui ai dit, mais écoute, il faut que tu m'aides pour que tu me déposes. Lorsque tu vas partir, ça me permet que les 2 autres aillent dans leur réunion à l'heure précise, et moi aussi j'arriverai à l'hôtel à l'heure convenue, au plus tard à 10h30. Donc finalement, j'ai trouvé la solution à mon problème en l'exposant. Donc, c'est en fait au quotidien, on est confronté à des difficultés sur lesquelles, si on réfléchit, on peut trouver des solutions adaptées. Je peux donner 2 exemples pour être beaucoup plus de l'entrepreneuriat, mais l'exemple que j'ai donné aussi, c'est l'esprit d'initiative. J'ai eu la capacité de réfléchir et de lui proposer de me déposer, et il a accepté sans aucune contrainte. Alors, les 2 exemples sur lesquels je vais m'appuyer pour aborder dans le même sens que tout à l'heure, on peut avoir une difficulté de faire financer son projet parce que le coût d'investissement de départ coûte cher. Imaginez, vous voulez concevoir un matériel technique pour répondre à la promotion de l'agriculture technologique. Vous n'avez pas les moyens de déployer tout le système parce que ça coûte 2 millions. Mais redimensionnez le projet, faites le projet à travers des simulations avec un matériel qui n'est pas adapté pour le moment, qui vous fait tester le projet de sorte que si vous le présentez, une personne peut être attirée à ce que vous faites. Vous avez dépensé peut-être 20 000 francs, vous avez un prototype qui ne peut pas être utilisé dans la vie réelle parce que ça ne correspond pas aux normes. Par exemple, à la place du fer, vous prenez du bois. À la place de la connectivité, vous pouvez choisir un autre modèle. À la place des fils qui sont autorisés, vous prenez les autres fils que vous ramassez dans la rue. À la place de l'électricité, vous achetez des batteries. Donc finalement, vous avez conçu le même projet qui n'est pas autorisé, mais qui est fonctionnel selon votre environnement de test. Mais imaginons un jeune vous présente un tel dispositif. Par exemple, moi, je connais un jeune de l'IST, l'Institut supérieur de technologie, qui a créé un dispositif de pisciculture hors sol, avec un bac. Un bac. Donc finalement, il n'a pas eu besoin de 3 millions pour tester son système. Ce qu'il a testé, ça marche avec un investissement qui ne dépasse pas 20 000 francs. Maintenant, où trouver les 20 000? Je suis une personne, je réfléchis, je trouve mes 20 000. Je peux avoir 3 paires de chaussures, je peux vendre les 2 paires. Je peux avoir 2 portables, je vends un portable. Je peux demander à mon oncle de me prêter 10 000. Comme je peux vendre mes 2 jeans. C'est-à-dire, tout de suite, je réfléchis à comment faire pour y arriver. Le dernier exemple, on a beaucoup insisté sur le financement. Franchement, quand j'entends parler du financement comme un problème à l'entrepreneuriat, j'ai envie de pleurer. Personnellement, je n'y pense pas. Moi, je suis entrepreneur, le financement ne me préoccupe absolument pas. Ça, j'y pense même pas. Mais si je veux créer une entreprise, je sais comment faire. Si je veux faire fonctionner une entreprise, je sais comment faire. Mais c'est que je n'ai pas d'argent. L'argent, là, je ne l'ai pas dans mes poches. Ma tête fonctionne bien pour arriver à satisfaire à mes exigences. Et je vais donner un cas pratique. Je veux ouvrir une école. Je n'ai pas les moyens de construire un bâtiment. Je n'ai pas les moyens de mobiliser 4 millions par mois pour payer les frais de logement. Je n'ai pas une dizaine de millions par mois pour payer les enseignants. Je monte un modèle et je cherche une personne qui est capable de fournir le bâtiment et le bâtiment est payé en différé. J'ai un actionnaire déjà, il croit déjà à mon produit parce que je lui présente des stratégies réelles. Je cherche des enseignants qui sont capables peut-être de prendre une part, qui peuvent en tout cas s'agréger dans le projet, ou des enseignants qui peuvent te payer la moitié de leurs prestations et l'autre moitié dans d'autres. C'est-à-dire je cherche des formules qui font que moi je vais venir avec une idée novatrice, avec des stratégies poussées et je mobilise des acteurs dans la mise en place de mon projet, je dépense moins. Au mieux, je suis dans une posture d'utiliser mon intelligence pour pouvoir réaliser mon projet. Mais par contre, il faut signaler
que cette intelligence que je peux déployer, c'est la triple intelligence que les femmes déploient et que les femmes-là n'ont pas été à l'école et elles arrivent à faire tout ça et que ça marche. De même que les artisans. Juge Bourma. Oui, ici nos réussites, les entrepreneurs qui ont réussi chez nous, la plupart sont adossés au marché public. Donc ce sont les marchés publics et quand le régime change, où monsieur revoit sa façon de faire et se collaborer, court pour aller effectivement faire la courbette pour négocier, ou bien il tombe en faillite. C'est le constat implacable dans beaucoup de pays africains quand le régime change. Voilà. Parce que l'offre au niveau du privé, traiter de privé à privé et survivre sous nos cieux, je n'ai pas dit que ce n'est pas possible, mais c'est très difficile pour certaines proportions de marché. Alors, c'est une autre réalité sur le continent africain. Mon ami, ça nous tue, monsieur le juge. C'est une partie qui tue l'initiative privée chez nous. Les gens disent, il y a beaucoup d'entreprises qui sont tombées en faillite. J'ai eu la chance d'étudier dans 4 pays pourquoi les entreprises tombent en faillite. Certaines de ces entreprises ne sont pas des entreprises, absolument pas. C'est une personne de l'administration qui a créé une entreprise en fonction d'un marché qui est disponible, et l'opportunité est saisie. Le gars, il a gagné des milliards, ensuite il construit 2 bâtiments, il met en location, il achète un appartement à Paris et c'est fini. Son entrepreneuriat est basé sur l'autorité qui est en place, qui lui file les marchés. Résultat, il n'y a pas de qualité dans les situations sur lesquelles la personne est attendue. Aussi, en plus, la personne n'a pas une vision entrepreneuriale adossée sur une perspective d'évolution de l'activité. Tout ce qui l'intéresse, l'État lui a demandé de construire des routes, il construit des routes, c'est fini. Il va employer des personnes qui ne sont pas qualifiées peut-être, ou des personnes qui sont qualifiées avec des salaires aussi bas. Les gens ne sont pas motivés. Donc finalement, on est dans une forme de business incohérent. Et ça ne nous arrange pas. Maintenant, là où aussi c'est chaotique, c'est que ces types d'entrepreneurs, il y en a beaucoup et les gens nous disent que ce sont les champions de notre communauté. Or, ces gens-là ne sont champions même pas de leur famille. Parce que quelqu'un qui n'est pas capable de créer une entreprise, qui attend que l'État lui fournisse des possibilités pour que cette personne-là gagne de l'argent, mais tout le monde peut faire ça. Et je vais aller beaucoup plus loin. Moi, je n'ai rien contre Bolloré. Mais ce qu'il fait en Afrique, on peut donner un accompagnement à un Africain qui le fait. Parce que tout simplement, c'est des activités pour lesquelles tout le monde peut y aller. Ce que font certaines personnes en Afrique pour gagner de l'argent, tout le monde peut faire. Mais là où il faut insister pour accompagner et pour créer des champions, pour créer des Africains de valeur sur le plan entrepreneurial, c'est les gens qui ont déjà commencé. Comment les pousser à aller beaucoup plus loin? Moi, je connais des personnes qui ont commencé, qui n'ont jamais sollicité l'État, qui estiment que l'entrepreneuriat, c'est se débrouiller soi-même et qui font des miracles, qui ne sont jamais invités à la télé, qui ne veulent même pas s'exprimer auprès des médias. Ce sont ces personnes-là qu'on doit identifier et les aider à promouvoir leurs activités entrepreneuriales. Juste voir peut-être dernière question ou observation avant qu'on ne referme les portes de cette émission. Oui, c'est vrai qu'avec notre invité du jour, la question des finances, vous dites que pour financer son projet, il faut travailler à se trouver des idées, des alternatives. Mais il y a que la question du financement, c'est un véritable problème pour même des jeunes qui sont convaincus que entreprendre est le choix le mieux pour eux. Quelquefois, ils commencent, mais à un moment donné, pour que votre entreprise ait une autre dimension, parce que vous voulez accéder à un certain nombre de marchés, parce que vous voulez faire un certain nombre d'éléments, vous avez besoin d'être accompagné. Alors que nos systèmes bancaires sont construits de sorte à ce que ce qu'on vous demande comme gage, si vous l'avez, vous ne serez même pas aller vers eux. Et ça, c'est un véritable problème. Quand vous rencontrez ces jeunes, vous leur dites quoi? De compter sur eux-mêmes. Parce qu'en fait, le constat, il est clair. L'État a une grande volonté de faire, mais l'État ne peut pas faire ce qu'il ambitionne parce que l'État a plusieurs priorités en même temps. Donc, il fait un peu. Un peu ne peut pas couvrir la demande qui existe. Ne peut même pas couvrir le 10e de ce qu'on attend. Donc, un peu, c'est pas beaucoup. Moi, je me dis, j'oublie l'État. La banque, comme vous l'avez dit, et bravo pour cette analyse, si la banque vous demande 300% de garantie, si vous avez 300% de garantie, qu'est-ce que vous faites à la banque? Mais contrairement à d'autres pays,
Je ne veux pas expliquer mon cas, mais je peux vous assurer que je ne suis pas riche. Je n'ai pas d'argent. C'est qu'il y a un système bancaire établi en France qui fait que j'ai besoin de quelque chose, j'y accède. Il y a un système bancaire établi en France qui fait qu'un étudiant trouve au financement tout de suite par rapport à son projet d'études ou par rapport à son projet entrepreneurial. C'est juste un système qui a été mis en place. Mais nous, on n'a pas tout ça. D'accord, si on n'a pas tout ça aussi, il ne faut pas critiquer les autorités. C'est là où j'ai une position très claire. Je ne critique pas les autorités, mais je peux faire le constat en disant que voici nos possibilités, voici nos limites. Donc il faut que je me livre à moi-même, il faut que je cherche mes solutions en moi-même. En cherchant les solutions pour soi-même, c'est comme vous avez fait, vous avez une émission à 8h, vous êtes venu avant l'heure, vous vous êtes bien habillé, vous avez cherché les moyens de venir et vous avez cherché les moyens de trouver une très bonne actualité, vous l'avez exposé et j'ai beaucoup apprécié la qualité de l'intervention. Pareil pour lui, il est venu avec son discours très structuré, avec une orientation très claire, très pédagogique, mais il a appris tout ça. Vous avez appris à faire, mais ce que vous avez fait, jusqu'à ce qu'aujourd'hui vous avez conçu un tribunal d'actualité dirigé par un président très éloquent aussi, si vous dites ça aux jeunes, ils peuvent s'inspirer de vous, ce que vous faites, et l'orienter autrement pour gagner leur vie. Vous, la façon dont vous avez étalé vos propos, peut inspirer les jeunes sur le fait que vous avez tout appris sur le tas. Je ne vous connais pas individuellement en fonction de vos parcours, mais vous êtes des hommes de terrain. Donc incitons les jeunes à être des hommes de terrain. Merci Ibrahima Théo Lam, vous avez été notre convoqué du jour. Avec vous, nous avons parlé d'entrepreneuriat en Afrique, les clés justement pour arriver au succès. On peut retenir qu'il faut compter sur soi et être surtout imaginatif. C'est vrai qu'en ce temps d'antenne, il est difficile en tout cas d'épuiser le sujet, mais nous allons renvoyer peut-être nos téléspectateurs et auditeurs à votre bibliographie. On l'a parlé, vous avez une bibliographie assez riche. Entreprendre en milieu éducatif africain, les leviers du succès. Entrepreneuriat féminin en Afrique, une mine d'or inexploitée. Voici des livres qu'on peut lire pour comprendre davantage votre vision. En tout cas, merci d'être passé. Je rappelle que vous êtes entrepreneur franco-sénégalais, enseignant et écrivain. Merci aussi, monsieur le juge, pour ces clés de lecture. Nous allons nous donner rendez-vous demain pour faire ce que nous savons faire le mieux, porter un regard critique sur l'actualité. Excellente journée en compagnie des médias leaders True TV et Watt FM.